Madame la rectrice, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation, Monsieur le secrétaire du parti à l'Université Van Lan, Monsieur le représentant de l'AUF, cher ami Tandai, chers collègues enseignants, chers étudiants, je suis une fois de plus très, très ravi d'être parmi vous au Vietnam. Chaque fois que je viens dans la région, au Vietnam particulièrement, je suis vraiment super content. D'une part, parce que ça fait une dizaine d'années que je commence à visiter la région, je me suis fait des amis et je trouve un immense plaisir à toujours échanger, partager avec mes collègues enseignants-chercheurs dans le domaine de l'éducation et surtout avec des francophones qui parlent français, même si parfois je fais des interventions en anglais, étant donné que je suis un peu polyglotte. Donc, je suis ravi une fois de plus et merci beaucoup de me donner cette opportunité de venir échanger avec vous euh, une expérience ponctuelle, celle d'un projet euh, proposé par l'AUF, mais également une expérience personnelle qui, depuis plus d'une trentaine d'années que je conduis avec l'AUF comme consultant externe de l'AUF dans le domaine du numérique éducatif, etc. Alors cette fois, comme l'a présenté monsieur le directeur de l'AUF dans la région, il s'agit de présenter quelque chose autour d'un projet précis, ponctuel, coordonné par mon ami Tandai, qui, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est une référence en la matière dans la région. Et c'est le projet APNUMAC. Un projet APNUMAC, comme vous avez, le titre est long. On se réduit, on se limite à l'acronyme APNUMAC, tout simplement. Un projet qui vise l'accompagnement des universités francophones ou dans la région pour consolider un peu la transformation numérique. Et particulièrement, dans ce cas-là, on focalise sur les ressources éducatives libres. Le projet, comme vous voyez, il concerne 4 pays et il est segmenté sur 3 types d'activités. Faire un rapport, un état des lieux après avoir fait des entretiens avec les acteurs universitaires dans la région, que j'ai eu le plaisir de visiter dans les 4 pays. Ensuite, cet état des lieux a permis de dégager des points focaux sur lesquels j'ai décidé de me concentrer dans la conférence. J'ai fait une conférence hier à Phnom Penh et une conférence aujourd'hui ici. 2 conférences différentes parce que le contexte n'est pas le même. Et demain, on commence un atelier de formation sur des concepts clés autour des ressources éducatives libres aussi. Donc, ces 3 actions, finalement, après avoir terminé les 3 actions, il va y avoir une distribution du rapport final parce qu'il n'est pas encore optimisé, dans le sens où on attend le résultat des formations et le résultat, la synthèse de ces conférences. Mais je peux commencer par faire une petite synthèse, un rapport oral du rapport en général, les résultats, étant donné que les entretiens à la première partie, le rapport n'est pas un rapport quantitatif. Donc, il n'y aura pas des figures, des chiffres, des courbes, mais seulement un état qualitatif, étant donné que j'ai fait des entretiens avec des acteurs universitaires dans les 4 pays pour avoir un retour de leur part en termes de transformation numérique, de leurs pratiques, leur usage et leur expérience avec les ressources éducatives libres. Et là, je peux formuler quelques grandes lignes générales avec lesquelles je vais commencer et pour lesquelles je vais essayer de donner des éléments de réponse. La première chose, c'est que, ça va de soi, dans les 4 pays, le Vietnam est vraiment un leader en la matière, tellement il a des réalisations, il a pris des initiatives et l'historique a été fait tout à l'heure par M. Nia, cela veut dire qu'il a présenté en détail l'historique, comment tout a commencé au Vietnam pour focaliser, aller dans la spécialisation sur les ressources éducatives libres. Bien sûr, moi aussi, je suis allé faire un tour sur Internet pour voir de quoi il s'agit, comment est-ce que le sujet est développé dans l'environnement universitaire, comment au Vietnam on s'approprie le concept. Et j'ai découvert pas mal de choses. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu, mais c'est pas très, je ne suis pas remonté à l'origine, comme l'a fait M. Nia, mais bon, j'ai relevé des activités, des manifestations scientifiques très bien ciblées sur le réel pour dire que finalement, c'est un concept, c'est une conscience nationale autour du concept qui date depuis longtemps et autour de laquelle il y a des manifestations
il y a des activités et il y a une dynamique locale qui s'est mise en place pour mettre en place et maîtriser, s'approprier le concept en tant que tel. Effectivement, on a parlé également de j'allais visiter les entrepôts d'EREL. C'est très intéressant aussi parce que finalement, c'est quelque chose qui constitue le résultat d'une conscience, d'une culture nationale autour d'EREL. Il faut que ça aboutisse quelque part à un produit consultable, à un produit en ligne, etc. Donc, il y a certainement beaucoup de produits. J'ai visité pas mal de sites d'universités pour voir que il y a un accès à des ressources éducatives qui sont mises en accès gratuit à la disposition des étudiants et des enseignants. Et ça illustre effectivement qu'il y a une conscience et qu'il y a une politique en marche. Ça n'empêche que cette politique en marche, effectivement, comme toute politique, on peut un peu la critiquer quand même, c'est pas méchant. Donc on peut opiner, dire certaines choses, faire des analogies, faire des comparaisons pour essayer de fournir des éléments de réponse. Madame la directrice a posé beaucoup de questions tout à l'heure que je trouve très, très, très pertinentes par rapport aux REL. Qu'est-ce qu'on fait avec les REL? Comment nos REL sont visibles sur le réseau? Comment est-ce qu'on évalue le travail de l'enseignant qui développe une REL? Tout ça, c'est des questions légitimes, des questions qui ont des réponses quelque part. Je vais essayer d'en donner quelques éléments de réponse par rapport à ma petite expérience personnelle, par rapport à la littérature scientifique en la matière. Donc là, c'est une contribution de ma part pour essayer de contribuer, de participer avec l'Université Van Langue à la mise en place de cet écosystème très ambitieux. Également dans la littérature, je suis allé voir un peu ce qui se publie sur le Vietnam. Il y a beaucoup d'articles dans le monde, même en vietnamien. Donc, j'ai établi juste une petite liste rapide, 9, mais il y en a beaucoup. Donc, j'ai lu quelques-uns, même si c'est en vietnamien, je fais traduire par l'IA ou bien par les outils pour me renseigner un peu sur ce que disent les chercheurs sur les ressources éducatives libres au Vietnam. Donc, ça m'a permis d'avoir cette idée-là. Donc, il y a une excellente littérature qui confirme les constats que j'ai faits dans le rapport. Ça veut dire que le Vietnam, vraiment, il est bien lancé dans cette aventure autour des ressources éducatives libres, autour de la transformation numérique des universités, dans laquelle les REL constituent un petit maillon. Finalement, la transformation numérique, c'est un domaine vaste qui, effectivement, prend plusieurs dimensions. Ces dimensions-là, l'université Van Langue les a concentrées dans ce fameux projet qui a été financé par l'AUF et qui a constitué un déclencheur important sur le cadre juridique, parce que c'est grâce à ce projet-là que la décision 1117 a été plus ou moins promulguée. Donc, merci l'AUF, merci M. Daye, vous transmettez nos remerciements et remerciements donc, de tout le monde, parce que finalement, derrière ça, il y a eu un foisonnement d'activités, de décisions, d'initiatives qui ont plus ou moins pris forme. Mon intervention dans ce cas-là viendra un peu dans le prolongement du colloque qui a été fait en 2023 et auquel personnellement j'ai participé à distance. Et je n'ai pas voulu mettre ma photo parce que je l'ai découvert par hasard. Donc, je suis intervenu à distance et je me suis souvenu effectivement que j'ai évoqué certaines choses, certaines notions. J'ai dit, bon, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Tout le monde les connaît plus ou moins et les présentations aujourd'hui ont démontré qu'il y a une culture. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur la dimension administrative, politique, les textes qui ont été faits, etc. Tout le monde en parle. Donc, ce n'est pas la peine d'être redondant en la matière. Et pour cela, j'ai choisi, en fonction des entretiens que je fais et du diagnostic que j'ai fait, de focaliser sur certains points qui me paraissent un peu, qui n'ont pas été très bien étudiés ou bien couverts dans la politique nationale, dans la stratégie, dans les textes des lois qui ont été émis. Et je profite de la présence du monsieur le représentant du ministère. Je suis très ravi de savoir qu'il y a des textes des lois qui se préparent aujourd'hui au ministère. C'est très important d'attirer l'attention sur certains points et j'aimerais bien les communiquer au cas où vous voulez en prendre note. Alors, pour cela, je vais tout simplement, ma présentation, la faire autour de 4 points, rapidement. De toute façon, je ne veux pas déborder sur le facteur temps. D'abord, l'écosystème des REL dans la transformation numérique. Quand on parle de transformation numérique, comme j'ai dit, c'est énormément de choses. Mais parmi lesquelles, donc, on va focaliser sur les REL comme étant le concept central sur lequel on est censé travailler.
Ensuite, je veux revenir sur l'anatomie complexe du concept des REL. Bon, j'entends parfois, qui ne sait pas les REL? Eh bien, je vous assure que ce n'est pas évident. Les REL, ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Et là, je le vois par mes étudiants, mes collègues, etc., par la confusion énorme qui existe dans la conception des REL. Tout le monde le comprend à sa façon. Donc là, je reviens sur REL. Il y a REL. C'est quoi R, c'est quoi E, c'est quoi L? On sait, c'est ressources éducatives libres. Mais c'est quoi une ressource? Pourquoi elle est éducative et pourquoi elle est libre? Ça veut dire quoi? Ensuite, il y a des éléments clés dont je n'ai pas entendu parler du tout. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des bibliothécaires dans la salle. Non, dommage. La notion des métadonnées pédagogiques. Une ressource, n'importe laquelle, pas besoin de pédagogie, une ressource, n'importe laquelle, si elle n'est pas associée à des éléments de description, c'est une ressource perdue. Tout simplement parce que les ressources aujourd'hui sont sur un réseau. Sur le réseau, il y a des millions et des milliards même de documents. Ce n'est pas facile de trouver ces ressources-là si on n'a pas des éléments, ce qu'on appelle les pointeurs, qui permettent de restituer cette ressource. Donc, les métadonnées sont les mots-clés, sont la description de chaque ressource une fois qu'elle est installée dans un système d'information, un portail, un entrepôt, une base de données, etc. Et là également, il y a tout un domaine à travailler, à stabiliser pour que les ressources éducatives qu'on produit soient visibles, soient… Madame la rectrice a utilisé, vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, le mot interopérable. C'est un mot magique. Il faut le comprendre et faire en sorte à ce que l'interopérabilité devienne un fil conducteur dans tout ce qu'on fait comme processus. Et ceci, les métadonnées vont déterminer la qualité de la ressource elle-même, surtout la qualité des portails de REL. Un portail de REL qui n'a pas un ensemble, une base de données de métadonnées, ce sera juste un ensemble de documents, comme dans une bibliothèque où les livres sont rangés sur des étagères, et il n'y a pas le fichier des métadonnées qui permet de le trouver. Moi, pour expliquer à mes étudiants, je leur dis, vous allez à la bibliothèque qui est en accès libre, vous avez des milliers de livres, et je vous dis, trouvez-moi le livre qui parle de tel sujet. Quelle est la seule solution que vous pouvez faire? C'est aller, le premier, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous passez votre vie à trouver, et jusqu'à après 2 ans, vous dites, ah, c'est celui-là. Les métadonnées, c'est le fait de décrire les livres avec des éléments de description, de les classer alphabétiquement et d'utiliser un outil, ce qu'on appelle le Cardex. Dans le temps, c'était le papier. Ceux qui sont de mon âge, ils vont comprendre. Mais aujourd'hui, c'est un index numérique. À Google, quand vous posez une question, vous me posez un mot, ce n'est pas à ce moment-là que Google va chercher sur Internet. Il a déjà le mot dans un index alphabétique et devant chaque mot, il a l'adresse, l'URL du document où il est. Donc, il va le chercher. Donc, l'indexation par métadonnées, c'est capital, c'est vital, c'est stratégique. Et je vais en parler pour dire dans quelle dimension est-ce qu'on applique tout ceci. Alors, on a parlé beaucoup de cadre juridique. Tout le monde en parle et que le cadre juridique, c'est quelque chose d'essentiel dans une politique nationale. Le ministère, il travaille beaucoup là-dessus, mais il y a un élément essentiel, c'est que dans l'écosystème en entier, il n'y a pas que le cadre juridique. Il y a également un modèle économique dont on n'a pas beaucoup parlé. Madame la rectrice a parlé des fonds. Il faut avoir de l'argent pour acheter, par exemple. Il ne s'agit pas d'acheter uniquement. Les modèles économiques, les règles s'inscrivent dans une nouvelle logique d'enseignement à distance, d'ouverture. Cela veut dire, si les enseignants le savent actuellement, dans l'ancien modèle que nous enseignons, on est payé en fonction du nombre d'heures qu'on passe à l'université. Dans l'enseignement à distance se pose le problème. Est-ce que je suis payé sur le nombre d'heures que je passe avec mes étudiants virtuellement ou sur autre chose? Comment est-ce que l'université sait que j'ai travaillé 2 heures ou 4 heures? Donc, ce n'est plus un critère de mesure pour payer un enseignant. Aujourd'hui, avec l'enseignement à distance, il y a des activités différentes, il y a des rôles différents, il y a des profils métiers différents qui ont besoin d'avoir un équivalent financier. Et c'est pour ça que le cadre juridique également doit prévoir ce qu'on appelle en France, par exemple, le référentiel des équivalences horaires. Un enseignant qui produit une vidéo d'une demi-heure, il faut lui trouver un équivalent en termes de paiement. Comment vous allez le payer? Le tutorat, un tuteur qui accompagne des étudiants à distance la nuit, le matin, etc.
comment vous allez le payer. Ce n'est pas uniquement selon le nombre d'heures statutaires qu'il a dans l'université. Il ne travaille plus de la même façon. Donc là, il faut un référentiel d'un modèle économique qui spécifie les activités virtuelles, parmi lesquelles la production d'une ressource éducative. Parce qu'aujourd'hui, le modèle classique, nous, quand on fait notre support de cours, on n'est pas payé pour ça. Je fais mon cours, je l'enseigne, je suis payé en fonction de 2 heures, 4 heures, 8 heures du cours que j'ai fait. Aujourd'hui, si j'enseigne à distance, les enseignants sont, dans certains cadres particuliers, sont payés en fonction de ce qu'ils produisent comme ressources. Vous avez produit un document de 100 pages avec des critères particuliers. Combien de lignes, combien de mots, la taille, etc., pour ne pas avoir des documents qui sont triple interligne à caractère 25. Donc, c'est un référentiel, un modèle économique. Bien sûr, le socle technologique, je n'en parle pas. Vous êtes super équipé en la matière, donc je ne parle pas. Madame la directrice a présenté un arsenal technologique étonnant. Et le numérique éducatif, ça, c'est tout ce qui est la transformation pédagogique, la pédagogie active, le mode d'enseignement, etc., qui également nécessite une transformation. Donc, la transformation, elle est transversale sur le cadre réglementaire qui aussi n'est pas uniquement une décision ministérielle. Il y a une loi, une logique dans la logique des lois, ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen. Kelsen, c'est un juriste qui a étudié, qui a proposé cette pyramide. Elle est devenue une référence en la matière, dans le sens où les lois sont pyramidales. Un texte de loi ne peut pas contredire le texte qui lui est supérieur. Donc, s'il y a une décision ministérielle qui s'inspire de la Constitution, qui s'inspire de la politique du pays pour essayer de mettre en place une vision stratégique du pays, il faut que cette décision, que cette loi, que cette circulaire descende en bas. Ça veut dire quoi, descendre en bas? Au niveau des universités, ça se traduit sous forme de règlements intérieurs, de plans d'action stratégiques, de plans d'action annuels, de chartes d'utilisation du numérique, plein de choses qui s'inspirent du texte supérieur, par exemple de la décision 1117, et produire des documents de gouvernance. Donc, c'est très important à ce que ça descende au département, pour que le chef de département, quand il fait quelque chose, il s'adosse sur un document légal. Quand l'enseignant fait quelque chose, il a un référentiel juridique sur lequel il se base pour faire quelque chose. Donc, vous voyez, la pyramide est très importante sur le côté juridique et sur tous les aspects d'ailleurs. Donc, ces 4 éléments-là constituent plus ou moins les bases de la transformation numérique. On ne peut pas ignorer le modèle économique parce qu'on va se confronter à des dysfonctionnements lorsqu'un enseignant va faire quelque chose. Et moi, j'ai vécu des cas. Un enseignant qui donne des heures et pour le payer, l'économe de l'institution, il dit « je ne peux pas le payer. Je n'ai pas un document qui me donne le droit de le faire. » Donc, du coup, on a un problème. Donc, si l'économiste de l'université a un document qui lui dit « tel enseignement à distance, il est reconnu ». Également, vous avez parlé de la valorisation de carrière ou bien des enseignants. Il faut actuellement tenir compte du fait que le fait de produire une ressource éducative, ça entre dans la valorisation et l'évaluation de la carrière de l'enseignant. Et là, je reviens historiquement à quelque chose qui est très, qui est un peu dépassé. Donc là, juste, je mentionne un peu les décisions qui ont été produites. J'ai focalisé sur la décision 749-1117 et la loi des droits d'auteur, parce que je vais en parler, c'est quelque chose de fondamental. La loi numéro 50 de 2005 avec les amendements qu'elle a connus. Et l'enjeu, c'est effectivement de prolonger la portée légale des 3 textes de référence vers le bloc des actes administratifs. La pyramide, en bas, on trouve les actes administratifs, ce sont les documents de gouvernance de l'université qui doivent s'inspirer de ceux qui en haut. Alors, là, je fais une parenthèse importante pour les REL, pour dire que les REL aujourd'hui se structurent autour d'un modèle qui les a précédés. Le système des archives ouvertes. Le système des archives ouvertes, j'ai découvert depuis un certain nombre d'années que ce n'est pas un concept très connu au Vietnam. Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon ami de Da Nang, ça veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont évalués en fonction de leur production scientifique, indexée dans Scopus, dans machin truc, etc. Alors qu'en Europe, on a dépassé complètement ça.
On parle de l'éducation ouverte, on parle de la science ouverte. Aujourd'hui, la valorisation de l'enseignement, c'est ne pas uniquement le facteur H ou un index quelque part dans les revues comme euh, les revues, bon, je ne retiens pas les noms parce qu'on ne les utilise pas beaucoup, mais Size Nation Index, etc. Mais également dans des revues qui sont définies par l'État lui-même. Chaque pays définit la liste des revues qualifiantes. Et il dit aux enseignants, si vous publiez dans ces revues-là qu'on a jugé qualifiantes, suffisamment qualifiantes, vous êtes bien évalué. Alors, les archives ouvertes, depuis les années 90, ont émergé pour poser un problème au système classique. Le système classique, c'est quoi? L'enseignant produit un article, l'éditeur récupère l'article, il le publie et ensuite il le vend. C'est les éditeurs commerciaux. C'est un business. Donc, ils ont le monopole de l'édition scientifique. À un moment donné, les années 90, un mathématicien ou un physicien, j'ai oublié, aux États-Unis, il a dit, c'est pas normal que je publie mon article, l'éditeur le prend de moi et il me le vend après. C'est pas normal. Donc, il a demandé à ses collègues de mettre un serveur central à l'université et de déposer leur article ensemble sur ce serveur-là, de s'échanger un peu le. Et c'est là où le peer reviewing est apparu. Et il y a eu une résistance farouche des éditeurs parce que, du coup, on les attaque dans leur gagne-pain. Et il y a eu pendant des années, le mouvement s'est structuré, s'est organisé depuis 1999. Les spécialistes se sont rassemblés pour faire la convention de Saint-Effet. Ensuite, en 2002, l'initiative de Budapest. En 2003, la déclaration de Bethesda, déclaration de Berlin, le Open Access Pilot, Confédération des archives en libre accès. Cela veut dire que c'est un mouvement qui s'est structuré, il s'est imposé. Aujourd'hui, on a des revues comme le célèbre DOAJ, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des revues en ligne qui sont gratuites, mais qui ont des comités de lecture. Et le fait de publier dans des revues DOAJ, ça entre dans la qualification d'un enseignant-chercheur en Europe, partout dans le monde. Le monde des ressources éducatives libres, il a dit, tiens, pourquoi nous pas? Parce que nous sommes enseignants, chercheurs. La partie recherche, elle est protégée par les archives ouvertes, donc on a trouvé l'alternative de l'ouverture, alors que ce que je produis comme support de cours, personne ne me le reconnaît. C'est injuste. Donc, du coup, on a commencé à réfléchir et les initiatives ont commencé à prendre forme. Et c'est l'UNESCO qui chapeaute ce mouvement-là à échelle internationale. Depuis 2002, c'est vraiment le grand démarrage de ressources éducatives libres, du mouvement des ressources éducatives libres, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017, le plan d'action de Ljubljana, je vais en parler un peu tout à l'heure, et les recommandations de 2019 de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, une ressource, un cours qui répond à des critères de qualité, dans certaines universités, il entre en compte dans l'évaluation de la carrière de l'enseignant. Nous, à Bordeaux, chaque année, on donne notre liste de publications, parmi lesquelles les supports de cours qu'on produit. Et ça entre, c'est comptabilisé dans notre production intellectuelle, scientifique ou pédagogique. Donc là, il y a une distinction entre les deux qui prend son importance et le monde des REL devient un monde avec ses référentiels, avec ses codes. Et vous voyez le nombre de référentiels autour des REL dans le monde. Ça, je l'ai présenté en 2023. Il y a tellement de REL, de référentiels qui, plus ou moins, organisent, structurent le domaine des ressources éducatives libres. Le dernier, 2019, de l'UNESCO, mais le Commonwealth of Learning, partout, ça veut dire chaque communauté de pratique élabore un référentiel qui lui permet effectivement de formaliser différents aspects de la production, de la gestion, de la maintenance des ressources éducatives libres. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais interroger les concepts. Comme un chirurgien, je vais le décortiquer. Ressources éducatives libres, REL, R-E-L. Donc, l'anatomie d'un concept en quête d'identité stable, parce que c'est encore un flou. C'est quoi une ressource? C'est quoi éducative? Et c'est quoi libre? Donc là, rapidement, je vais faire le tour de la question. Tout est défini quelque part dans la définition qui est devenue un consensus international, la définition de l'UNESCO. L'UNESCO l'a définie en 2002, puis elle l'a mis à jour en 2019, dans cette définition-là, chaque mot est choisi, soigneusement choisi, autour duquel il y a eu des débats, des discussions pour choisir ce mot-là et non pas l'autre.
Et la définition, comme je l'ai essayé de l'analyser en couleur, elle reflète la typologie des REL, les domaines des REL, les types de licences associées, le support qui véhicule un contenu REL et les formes d'usage qu'on en fait. Donc, cette définition, elle est plus ou moins condensée et elle traduit toutes les facettes possibles d'une ressource éducative libre pour plus ou moins démontrer combien le concept il est compliqué, il est complexe. Alors, le concept il est complexe parce qu'il est au milieu d'un écosystème dans lequel il y a plusieurs facettes. Je commence par le plus simple ici, par exemple, les formes d'usage. La ressource éducative libre peut être partagée, distribuée, réutilisée, adaptée, remixée. Je vais revenir à ce concept également qui constitue un noyau dur des REL et qui constitue un problème majeur. Tout ceci, il y a l'autre volet, la facette de l'intellectual property, la licence. Sous quelle licence est-ce qu'une ressource éducative libre est produite et elle est distribuée? Ensuite, il y a les utilisateurs. Elle s'adresse à qui une REL? À des étudiants, à des enseignants, mais à l'auto-apprentissage, etc. Donc, ça va de soi, les étudiants et les enseignants. Ensuite, la typologie. C'est quoi une REL? Ça veut dire en réalité quelle forme elle prend? On a toute la liste ici, mais il y en a d'autres, comme je vais en parler rapidement. Et ces ressources-là, qui ont toutes ces formes-là, viennent dans un entrepôt de ressources éducatives libres. Et ces entrepôts-là sont très tributaires des métadonnées qui vont l'organiser en interne pour pouvoir échanger, rechercher, classer, etc. Donc, énormément, c'est un écosystème complexe dans lequel tous ces éléments-là travaillent ensemble. Donc, ça paraît comme s'il y a un concept très simple, OR, REL, tout simple, mais ça engage tout ça. Et tout ça, effectivement, derrière chaque élément, il y a des méthodes, il y a des référentiels, il y a des cadres, il y a des guides, il y a des tutoriels qu'il faut vraiment maîtriser. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de dire je sais les REL, les ressources éducatives. Alors, qu'est-ce qu'une ressource R? Qu'est-ce qu'une ressource? Implicitement, instinctivement, on est conditionné par le numérique aujourd'hui. Une REL, pour nous, c'est un document numérique. Une vidéo, une photo, un texte. Ça s'arrête là. Je pose toujours la question à mes étudiants, c'est quoi une REL pour vous? Oui, c'est un document sur Internet, c'est une page web, c'est une photo. Alors que la définition de l'UNESCO dit que c'est un matériel. Et le mot matériel vient remplacer le concept d'objet. Avant que ça s'appelle ressources éducatives libres, c'était objet pédagogique. Vous voyez, on a enlevé l'objet, on a enlevé le pédagogique pour le remplacer par autre chose. Parce qu'on a vu que objet pédagogique, c'est très limité. Donc, tout objet sur tout format et support, la définition de l'UNESCO le dit comme ça, tout format et support, qu'il soit virtuel ou réel, virtuel, ça veut dire numérique, réel, analogique, pouvant servir de support pour un enseignement. Donc là, partant de cette définition-là, un livre, un article scientifique, une vidéo, une carte imprimée, un tableau de peinture, une chaise, un soulier, peut-être une REL. Peut-être une REL. Mais à condition qu'il soit mis dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage. Je suis enseignant d'électronique, je prends ce micro et j'explique à mes étudiants, ce micro fait l'amplification du son parce qu'à l'intérieur, il y a tel et tel. Donc, c'est un objet d'enseignement. Donc, c'est une ressource éducative. Comment est-ce que ça peut aller sur le numérique à ce moment-là, en prenant une photo de la chose, mais en associant une fiche à ce micro-là, la fiche des métadonnées. C'est elle qui marque sa présence dans les entrepôts. Et à ce moment-là, on obtient une REL à partir d'un objet naturel. Ici, vous avez certainement énormément de machines, des outils, etc. Et quand on enseigne, ce n'est pas forcément qu'on a du texte ou une image ou une vidéo. Je peux être un enseignant d'art et j'ai un tableau de peinture. Je montre à mes étudiants, voilà la tendance de peinture au 19e siècle, etc. Donc, je n'utilise pas ni texte ni rien du tout, mais c'est un tableau de peinture. Ce tableau de peinture, c'est une REL lorsque sa fiche descriptive, qui décrit le tableau, quel artiste, quelle date, quelle année, je la mets dans l'entrepôt. À ce moment-là, j'identifie cette ressource avec des métadonnées qui vont marquer sa présence dans le monde virtuel. Et beaucoup de métiers n'utilisent pas ce que nous sommes habitués à utiliser, le texte, les images, etc. C'est des objets réels. Dans un atelier, c'est des objets réels. Donc, à ce moment-là, ce sont des ressources éducatives qui sont associées à des métadonnées. Vous voyez, par exemple, quand vous allez dans un musée,
vous avez un tableau et vous avez le petit cartel dans lequel il y a l'auteur, la date, tout ça, c'est des métadonnées, etc. Quand vous êtes dans un atelier, tous les outils que vous avez un registre ou bien une petite base de données qui décrit ce que vous avez. Donc, cette description-là, c'est des métadonnées et ça crée un entrepôt de métadonnées. Parce qu'il faut retenir, lorsqu'on va le voir, un entrepôt de REL n'est pas forcément la ressource elle-même, l'article ou bien la photo, etc. Ça peut être uniquement des métadonnées. Et la ressource, elle est matérielle quelque part. Et on va voir que beaucoup de portails de REL ne contiennent aucune ressource, elles contiennent uniquement les métadonnées. On est allé les récupérer quelque part pour faire un portail de métadonnées de REL et la REL contient le pointeur. Si j'en ai besoin, je clique pour ramener la ressource sur écran. Alors ensuite, éducative. Une ressource est éducative. Quand est-ce qu'on juge qu'une ressource est éducative? Alors, une question qui se pose tout le temps. Est-ce qu'un article scientifique d'une revue est une REL? Alors, on peut dire oui, on peut dire non. On peut dire non lorsque on raisonne comme quoi l'article est le produit d'un travail de recherche scientifique. Le chercheur, quand il a produit un article, il n'a jamais été dans la dimension pédagogique. C'est un chercheur. Il a une problématique, il a des hypothèses, il théorise et il fait un article. Sauf que cet article, et nous tous, on l'a fait, on a distribué à nos étudiants des articles de revue. À ce moment-là, l'article devient une ressource éducative. Parce que, tout simplement, l'article, je donnais à des étudiants en demandant aux étudiants certaines activités. Donc, la ressource de recherche est associée ou accompagnée, complétée par des activités d'apprentissage. À ce moment-là, ça devient une ressource éducative, étant donné qu'il y a la matière de base autour de laquelle j'ai demandé des activités pour faire évaluation, etc. Et sinon, voilà, donc ce qui détermine la ressource, c'est le contexte d'usage. Si elle est dans un contexte d'enseignement-apprentissage, c'est une ressource éducative. Alors, les entrepôts, dans ce cas-là, peuvent être tout ça, une bibliothèque analogique ou numérique, une base de données en texte intégral, un portail numérique, etc. Toute concentration, tout ensemble d'objets destinés à l'enseignement, qui servent à enseigner pendant une séance ou un programme d'enseignement, c'est une base de données de ressources éducatives. Alors, on vient à l'élément vraiment délicat. Ressources éducatives libres. La liberté maintenant. La liberté, il y a une confusion énorme dans les esprits entre libre, gratuit et ouvert. On parle de logiciels ouverts, on parle de ressources gratuites et on parle également de logiciels libres, etc. Alors qu'il y a des nuances entre les trois. La liberté, c'est les usages. Je suis libre d'utiliser. Mais quand c'est libre, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça ne veut pas dire que c'est ouvert. La gratuité, c'est lié au prix, au coût. Je l'utilise sans payer des dividendes, sans rien payer. L'ouverture, c'est lorsque je peux transformer de l'intérieur. Donc, vous voyez, les nuances sont un peu... C'est infime au point que parfois on utilise un terme ou un autre sans voir un peu la différence. Alors, il y a quand même une forme de... un petit problème au niveau du concept lui-même. En français, on l'appelle REL, ressources éducatives libres. En anglais, on dit Open Education Resources. Entre libre et ouvert, ce n'est pas la même chose. Oui, donc ça cause un petit problème de concept, mais bon, l'habitude a fait en sorte qu'on utilise dans une langue l'un ou l'autre, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est d'avoir en tête cette nuance entre liberté, gratuité et ouverture qui ne veulent pas dire la même chose. La liberté également, c'est un concept récent. Parce que la notion de liberté s'applique ou bien s'inscrit dans le domaine de la propriété intellectuelle. Toute chose qu'on produit, il y a des droits. Et les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle est très ancien. Il est apparu avec la révolution industrielle depuis le XVIIIe siècle et également la notion de droit d'auteur. Les deux sont issus de ce qu'on appelle la loi de la reine Anne d'Angleterre. C'était le XVIIIe siècle, la révolution industrielle. Donc, avec les patentes industrielles, les droits de brevet, c'est à ce moment-là que ça s'est installé. Sauf que, à ce moment-là, la loi de la reine Anne a prévu
des possibilités de contourner cette restriction totale des droits d'auteur. Donc, elle a prévu de mettre terme à la protection de durée illimitée selon des règles. Cela veut dire si il y a un produit sur lequel il y a droit d'auteur absolu, la loi a dit non, il y a dans certaines conditions où on peut contourner cette protection absolue de droit d'auteur. Et c'est ce qu'on appelle les exceptions au droit d'auteur. Et là, c'est quelque chose de réglementaire qu'il faut prévoir dans les textes, en réalité, pour définir dans chaque pays quelles sont les exceptions au droit d'auteur dans un pays quelconque. Chaque pays produit ses normes. En France, par exemple, on a l'exception culturelle de pédagogique. Je peux utiliser une ressource protégée par droit d'auteur pour donner un cours. Je ne suis pas obligé d'avoir l'autorisation de l'auteur. Il y a l'exception de bibliothèque, l'exception de famille. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est que je peux utiliser une ressource protégée par droit d'auteur à condition de ne pas porter atteinte à l'intérêt de l'auteur. Ça se traduit dans le cinéma, dans la musique, où les artistes vivent de leur production. Les artistes qui font de la musique ou du cinéma, ils vendent ça, ils vivent de ça, ils gagnent leur pain. Alors, si vous prenez ça, les hackers, si vous prenez sur Internet, c'est que vous avez empêché l'auteur de cette musique ou de cette vidéo de gagner une part du marché que vous avez volé. C'est aussi simple que ça. Mais si j'utilise ceci dans un cadre restreint, en classe, j'ai juste une vingtaine, une quarantaine, une centaine d'étudiants, ça ne va pas impacter l'intérêt de l'auteur. Donc, c'est une exception de pédagogique. L'exception de bibliothèque. Si un ouvrage est mis dans une bibliothèque, les élèves, les étudiants viennent le lire à la bibliothèque, ils ne vont pas l'emporter, il est là. Donc là, c'est une exception de bibliothèque que la France a prévue. La France a même prévu une exception pour les handicapés, parce qu'on favorise les handicapés. Ils peuvent utiliser les ressources protégées sans demander l'autorisation. Il y a 5 ou 6 qui sont actés dans un texte. Les exceptions aux droits d'auteur. Ça vient dans un sous-chapitre de la loi des droits d'auteur. On définit les droits d'auteur et il y a effectivement une exception, une liste d'exceptions qui dit voilà qu'est-ce qu'on considère comme exception. Donc, depuis le XVIIIe siècle également, il y a la notion du domaine public. Le domaine public, c'est lorsque une œuvre qui est protégée par droit d'auteur, au bout d'un certain temps, elle tombe dans le domaine public, ça veut dire les droits d'auteur disparaissent. Et là, c'est réglementé. Après un certain temps, un certain délai, en France, c'est après 70 ans de la mort de l'auteur, à ce moment-là, tout entre dans le domaine public. Raison pour laquelle aujourd'hui, je peux utiliser les œuvres de Molière, les œuvres de Shakespeare, les classiques, parce que ça fait plus de 70 ans qu'ils sont morts. Donc, je peux utiliser ça sans aucune restriction. Et on a accès au texte intégral sur Internet. Il n'y a aucun problème. Alors, dans cet écosystème de propriété intellectuelle, c'est en 2001 qu'on a ajouté les licences libres, les Creative Commons. Alors, j'entends parler CC tout le temps, mais le nom, j'ai rarement entendu parler, les Creative Commons. C'est quand même une sacrée initiative apparue en 2001 pour chambarder un peu tout le cadre du droit d'auteur et introduire cette possibilité d'ouvrir un peu l'usage des ressources éducatives ou ressources en général, parce que ça va s'appliquer autant pour les archives ouvertes que pour les ressources éducatives. Donc, c'est quelque chose qui vient changer, qui a ajouté un palier nouveau dans la gestion des droits au niveau de la production intellectuelle. Et ça, effectivement, ça change un peu le cadre. Donc, j'ai parlé des exceptions de droit d'auteur, ou bien aux États-Unis, on l'appelle le fair use. En Australie, en Angleterre, on l'appelle le fair dealing. Cela veut dire c'est des situations où on utilise ce qu'on appelle l'usage raisonnable. J'utilise une ressource protégée, mais de façon raisonnable. Je n'exagère pas. Je ne vais pas en faire un produit pour faire du business, etc. Donc, vous voyez que c'est plus ou moins une brèche, une porte de sortie pour éviter le 100% protégé par droit d'auteur. Donc là, exception de courte citation, par exemple, vous voyez, quand on fait une citation d'un auteur dans mon article, on est obligé de faire. Je prends une citation et je ne suis pas obligé de demander l'autorisation de l'auteur pour le citer. Mais la citation, elle a des limites. La reproduction, par exemple. Nous, à l'Université de Bordeaux,
on a les photocopieuses dans les espaces pour les étudiants. Au-dessus de chaque photocopie, on a une fiche qui a dit « Vous avez le droit de reproduire, mais ne dépassez pas les 15% de l'œuvre originale. » Cela veut dire on donne à l'étudiant la possibilité de photocopier, mais pas plus que 15% ou 20%. Donc là, plus ou moins, c'est dans le cadre académique. Ou les copies privées. Si vous faites une copie pour vous-même, vous pouvez également vous protéger par l'exception en droit d'auteur. Donc, vous voyez, il y a une loi dans le Code de la propriété intellectuelle. Dans le livre 3, dispositions générales, il y a paragraphe 4, procédure applicable aux saisies pour avis en matière d'interopérabilité d'exception au droit d'auteur. Donc, il y a un texte qui réglemente ça pour que ça se fasse dans les règles de l'art. Bien sûr, c'est le Code de la propriété intellectuelle. En France, les codes d'Allos, c'est très connu, donc qui sont plus ou moins contiennent la législation française. Il y a même des ouvrages, des publications sur les exceptions au droit d'auteur. Donc, c'est une littérature qui existe et qui a besoin d'avoir une reconnaissance et une confirmation juridique de l'État. Aux États-Unis, c'est des exemples aussi, c'est pareil. Hein. Donc, c'est le même esprit, le fair use ou bien etc., qui liste les cas de figure où on peut contourner plus ou moins le droit d'auteur. Donc là, on a des exemples concrets dans le monde qui permettent effectivement de cadrer un peu ce droit d'usage des choses qui sont protégées par le droit d'auteur. Le domaine public, ici juste un petit schéma qui explique depuis la naissance de l'auteur. Un exemple, il a produit un article, combien de temps il est publié, après 70 ans depuis sa mort. Pourquoi 70 ans en fait? Tout simplement parce que sur l'article, il y a des intérêts, il y a des dividendes. Ça peut, c'est général. Et les héritiers de l'auteur continuent à profiter des dividendes de leur père ou de leur ancêtre. Donc, à ce moment-là, ça dure, la loi dit 70 ans. Au-delà des 70 ans, c'est domaine public. En France, il y a une petite exception, on ajoute 30 ans pour les morts pour la France, ceux qui ont participé à la guerre 45, etc. Mais c'est exceptionnel. Mais l'essentiel, il faut que ça figure quelque part. Quand est-ce qu'une œuvre doit entrer dans le domaine public pour devenir un bien commun de tout le monde? Alors, je viens également au champ actuel des droits, puisqu'on vient de voir le droit d'auteur. De l'autre côté, c'est le domaine public et les Creative Commons au milieu. Donc, le spectre, il y a 3 volets de droit. Le copyright, 100% protégé avec quelques exceptions. Le Creative Commons qui s'est mis entre les deux. Le domaine public, il n'y a aucune contrainte. Et entre les deux, il y a les Creative Commons. Et c'est là où il y a une culture nouvelle qui accompagne les archives ouvertes, qui accompagne également les ressources éducatives. Les Creative Commons sont 6 niveaux de droit dans lesquels, comme l'a expliqué M. Nat tout à l'heure, vous avez toujours le CC qui est Creative Commons et vous avez toujours le petit bonhomme ici. Il est tout le temps présent. Cela veut dire qu'on est obligé, la seule contrainte, c'est de citer l'auteur. Quand vous prenez mon travail, vous citez mon nom. C'est le minimum qu'on demande. Je suis de l'avis de M. Nia. Moi aussi, mes publications, je les partage sur les réseaux avec CC BY uniquement. La science, on produit la science est pour tout le monde. Dans certains cas, on ajoute d'autres contraintes. Cela veut dire le dollar barré, c'est non-commercial. J'interdis à ce qu'on fasse du profit de mon travail, de ma photo, de mon texte, etc. Ça peut être ND, non dérivative. J'interdis qu'on fasse des produits dérivés, etc. Donc, il y a des combinaisons qui vont du plus simple, cela veut dire là où il y a presque aucune contrainte, domaine public 0, juste une petite contrainte de mentionner, et ça va en contrainte jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière version des Creative Commons dans laquelle il y a beaucoup d'interdits. Et on frôle, on est quasiment dans le domaine du copyright. Donc là, c'est des choix à faire. À ce moment-là, en fonction de l'intérêt de l'un ou de l'autre, il choisit quelle licence il va utiliser. Bon, là, c'est vraiment comme l'auteur peut décider lui-même de laisser son ouvrage dans le domaine public, c'est libre à lui de choisir. Pareil, pour les licences Creative Commons, on choisit ce qu'on veut. Donc là, les licences que vous voyez, c'est un schéma très courant sur Internet pour montrer effectivement les 6 types de licences Creative Commons, les combinaisons possibles, et c'est un choix à faire. Quel niveau de restriction on veut faire sur la ressource qu'on a produite.
très ouverte ou bien très restrictive, sans entrer dans le 100% copyright et sans entrer dans le 100% domaine public. Donc, c'est des choix. On a 6 niveaux de choix à faire. Alors, la liberté, également, elle est définie. Elle est définie. Quel type de liberté, lorsqu'on nous donne une liberté avec une ressource éducative, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a eu beaucoup de débats, mais à la fin, en 2002, c'est David Wiley qui a rédigé un référentiel et on parle des 5 R, le fait dans lesquels on a le droit. Le premier R, c'est retenir. Ça veut dire je peux télécharger une ressource et la garder sur mon ordinateur. Donc, elle est à moi. Ça, je peux l'avoir. Je peux la réutiliser. Ce n'est pas interdit. Je peux la réviser. Ça veut dire réviser son contenu. Je peux remixer. Et c'est là où je veux revenir un peu à ça, où ça constitue un problème majeur. C'est quoi remixer? Cela veut dire je prends 2 ressources, 2 photos, 2 textes, etc. Je les mélange pour créer une autre ressource. Et là, ça pose un problème de licence. Et redistribuer, c'est diffuser sur les réseaux, etc. Donc, tout ça, ce sont les 5 R très célèbres dans le monde des ressources éducatives libres qu'il faut connaître. Alors, le remixage, c'est là où on se confronte à un problème juridique. Bon, juridique du type Creative Commons. Le remixage, c'est j'ai un support de cours sur un thème et j'ai besoin de 3 ou 4 photos qui illustrent. Sur Internet, je trouve des bases de données de photos et d'images en Creative Commons. Là, il y a toute une culture de savoir comment reconnaître une photo qu'elle est Creative Commons. Tous les moteurs de recherche, vous prenez Google, vous prenez YouTube, vous prenez Flickr, etc. Tous aujourd'hui intègrent dans leur zone de recherche un bouton filtre. Vous filtrez par date, par tout ce que vous voulez. Et parmi les filtres aujourd'hui, vous filtrez les ressources sur ce site-là qui sont Creative Commons. Vous pouvez choisir une vidéo, passant par le filtre de YouTube, Creative Commons, vous n'avez que les vidéos sur YouTube qui sont libres de droit, que l'auteur a décidé de les partager en Creative Commons. Donc, vous êtes sûr. Donc, vous avez les outils maintenant. Sauf que le problème, vous avez un cours et vous allez faire 4 photos. La première photo, c'est Creative Commons CC BY. La deuxième, c'est CC BY NC, non-commercial. Et la troisième, CC BY ND, non-dérivative. Ça veut dire chaque photo est soumise à une contrainte, à une obligation. Les 3, ils sont dans votre support de cours. Vous allez publier votre support de cours. Alors, quelle est la licence que vous allez donner à votre support de cours? Vous ne pouvez pas le mettre CC BY, tout simplement. Parce que vous avez des photos dans votre support de cours qui sont CC BY, NC ou bien ND, etc. Donc là, tout ce que l'auteur de sa photo a mis, vous l'annulez. Vous n'avez pas le droit. Donc là, c'est très important. C'est à ce moment-là où il y a vraiment un jonglage avec le choix des licences. Quelles sont les licences compatibles l'une avec l'autre? Et là, vous avez cette grille-là, elle est très courante sur Internet. Vous avez les mêmes licences verticales et horizontales et vous voyez les croisements. Si c'est vert, ça veut dire que vous pouvez combiner. Si c'est croix noire, vous ne pouvez pas combiner. Sur Internet, il y a quelques outils. Du MIT, par exemple, il y a un outil, j'utilise parfois. Vous avez les trucs et vous décidez que dans votre document, il y a le CC BY et le CC BY, le CC BY SA, share alike. Donc, je clique sur le 2 et il me donne quelles sont les licences qui sont compatibles avec ce que j'ai choisi. Donc, j'ai un outil pour prendre une décision rapidement. Donc là, ça montre que le domaine, il y a des gens qui pensent, qui créent des outils pour faciliter un peu l'opération sur ce sujet-là. Alors, une dernière question qui émerge ces derniers temps sur la notion de licence, et je reçois tout le temps cette question-là, sur « Monsieur, qu'est-ce que je fais si la photo ou l'image, je la génère moi-même par l'IA ?» Et aujourd'hui, hier, j'ai terminé une session de formation avec l'OIF à Dakar. On travaille sur la création de ressources éducatives libres sur l'égalité femmes-hommes pour les mettre sur un portail, le portail Relief. Et on recrute des enseignants pour leur demander de créer des ressources qu'on soumet à un process de démarche qualité pour voir la qualité, etc. Et dans ces ressources-là, effectivement, il y a des enseignants qui ont généré des photos thématiques sur le sujet qu'ils abordent. Ils les ont mis et ils m'ont posé la question parce que je fais un webinaire avec eux
avant de commencer le travail pour leur expliquer la notion de droit d'auteur de métadonnées. Et ils m'ont dit, effectivement, moi, je maîtrise le DALL-E, par exemple, pour générer une photo, celle que je crée moi-même, sous quelle licence je la mets? Et là, effectivement, il y a un problème de jurisprudence aujourd'hui. Il n'y a pas une décision claire jusqu'à maintenant. Dans le sens où, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une décision? Parce que la propriété intellectuelle explique clairement que le droit n'accorde la protection qu'à des œuvres de l'esprit créées par l'humain. L'œuvre de l'esprit. Donc, une création humaine. Est-ce que l'IA est une œuvre de l'esprit? Sachant la différence majeure entre l'IA et tout autre logiciel. Les logiciels passifs et les logiciels actifs. À Word, vous pouvez rédiger, ça veut dire, quand vous utilisez Word, vous savez le résultat déjà avant qu'il soit là. Vous allez centrer, vous allez mettre à gauche, créer un tableau, vous donnez l'instruction à Word, Word est passif, il exécute ce que vous lui demandez. Donc, ce n'est pas un travail de réflexion. Il n'y a pas une valeur ajoutée de Word. Il exécute ce que vous lui demandez. Donc, c'est un outil passif. Alors que l'IA, si vous êtes expert en prompt engineering, vous créez le prompt, vous le donnez à l'IA, vous ne savez jamais c'est le résultat. Vous ne pouvez pas anticiper. Alors que sur Word, PowerPoint, vous pouvez. Parce que vous savez, le design en tête, vous voulez le faire, vous le faites. Alors que sur l'IA, vous posez un prompt, vous attendez, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il y a tout un débat aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux poser la question. 5 minutes, d'accord, je vais aller vite. Tout simplement, aujourd'hui, à l'université, on a un grand débat. Des enseignants, on a fait des réunions comme ça avec des enseignants, et les enseignants disent « Oh là là, ChatGPT, les étudiants, ils vont faire le travail avec ChatGPT, etc. On perd de qualité, etc. » Je leur dis « Attendez, mais il y a un problème là. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le copier-coller. Tout le monde a dit « Oh, le copier-coller, le plagiat, le plagiat, le plagiat. » Mais le plagiat, il est résolu aujourd'hui. Turnitin, compilation, vous mettez un logiciel, il détecte le plagiat. C'est aussi simple. Alors, aujourd'hui, avec ChatGPT, l'anti-plagiat ne marche pas. C'est une autre logique. Donc, quelle est la solution? On ne peut pas empêcher les étudiants d'utiliser ChatGPT. Une technologie qui est là, on ne peut pas l'empêcher. Elle est, par la force des choses, elle est là. Moi, je raisonne avec deux logiques essentielles. La première logique, c'est qu'il y a toujours une résistance au changement. C'est humain. Chaque fois qu'il y a une chose nouvelle, il y a des gens qui sont pour, d'autres, oh non, non, non. Tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas. La deuxième logique complète, c'est que nul ne peut arrêter le progrès. Vous avez beau résister, ça passe. Et ça vient. Sinon, le monde se serait arrêté au Moyen-Âge, ou même avant. Donc, ce sont deux règles de base sur lesquelles je crois. Donc, s'il y a ChatGPT qui nous pose un problème, la solution n'est pas de l'interdire. Non, le problème est en nous, les enseignants. Il faut qu'on change d'approche d'évaluation pour ne plus donner une question de cours et l'étudiant va la poser à ChatGPT et il va me donner un rapport. Moi, ce que je fais avec mes étudiants, je dis, je les encourage, utilisez ChatGPT, découvrez les logiciels et utilisez-les pour faire le travail. Faites-moi un dossier sur ça. Je sais qu'ils vont le faire avec ChatGPT, mais ce n'est pas uniquement le résultat que vous allez me donner. Je veux un descriptif scénario du raisonnement que vous avez suivi pour créer le prompt qui vous a donné ça. À ce moment-là, vous voyez, la compétence change. La compétence de raisonner par nous-mêmes pour savoir comment créer un raisonnement logique qu'on rédige sous forme d'un prompt, qu'on donne à l'IA pour nous donner ce résultat-là. Et je leur dis de faire, dès le début jusqu'à la fin, quels sont les changements au prompt que vous avez faits pour avoir le résultat final. Donc, la qualité de l'évaluation n'est plus sur le résultat que donne ChatGPT, mais sur le raisonnement qu'a suivi l'étudiant en créant un raisonnement logique qui a permis à ChatGPT de lui donner ça. Et je le valide en fonction de la deuxième partie, non pas la première. Est-ce qu'il a raisonné? Parce qu'on l'a vécu avec, dans les bibliothécaires le savent, la stratégie de recherche. Vous posez une question à vos étudiants, trouvez sur Internet telle chose. Le réflexe, c'est quoi? Google, pop, 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 entrez. C'est un réflexe.
Il n'y a pas de stratégie. Alors qu'on sait qu'il y a les filtres, il y a les attributs pour choisir un format, pour choisir une date, etc. La simplicité. ChatGPT, on lui pose une question, donne-moi ça, hop, entrez. Et c'est tout ça. Non. Là, on vise une nouvelle compétence qui n'existait pas avant chez l'étudiant, donc il faut travailler ça. Donc c'est à nous, enseignants, de changer et non pas à l'étudiant. L'étudiant, vous ne pouvez pas l'empêcher d'utiliser ChatGPT. Inutile. Bon, alors, là, la question se pose sur que l'IA, c'est un développeur de logiciel. Certains disent que c'est celui qui a créé le logiciel, on le mentionne comme étant la source. D'autres, ils disent non, c'est le logiciel, le nom du logiciel, parce qu'il y a des dizaines maintenant de logiciels IA, on mentionne le nom. Et d'autres, ils disent non, on utilise l'utilisateur qui a créé la ressource. Donc, il y a, vous voyez, j'ai pris juste 3 cas. OpenAI, par exemple, dans les termes de référence d'OpenAI, elle prévoit de façon très claire, OpenAI transfère à l'utilisateur tous les droits sur le texte et les images obtenues. OpenAI a tranché, elle a dit, je m'en fous, c'est l'utilisateur qui utilise mon ChatGPT, c'est lui l'auteur. Stable Diffusion qui crée les photos, vous voyez, c'est un mélange entre deux tableaux de Da Vinci et de Van Gogh, générés par l'IA. Donc, ce n'est pas une œuvre réelle, donc c'est créé par une IA. Stable Diffusion qui octroie une licence de droit d'auteur perpétuelle, non exclusive, gratuite, libre de redevance et irrévocable pour tout type d'usage, y compris commercial. Domaine public, libre. Créant, c'est un autre outil, ne prévoit pas de cession de droit au bénéfice de l'utilisateur sur les résultats obtenus. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore réglé. Chaque IA suit parce qu'il n'y a pas des référentiels mondiaux internationaux qui permettent effectivement de statuer sur la question et de faire en sorte à ce qu'il y ait un consensus là-dessus. Donc voilà, c'est ouvert à la discussion et au débat. Alors j'arrive au dernier point, les métadonnées pédagogiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Et les métadonnées pédagogiques, c'est un élément très, très important, les bibliothécaires le savent. Une ressource, chaque ressource, lorsqu'elle intègre un corpus, une base de données, elle vient avec une fiche de description. Chaque ressource a un créateur, a une date, a un volume, une extension, quelque chose qu'il a décrit. Nous, les chercheurs, quand on envoie un article à une revue, l'éditeur de la revue, il nous demande quoi? Il nous demande le titre, résumé, mots-clés. Et ensuite, notre affiliation, etc. Tout ça, c'est des métadonnées qui vont être associées à l'article que je publie. Donc, il y a l'article et les métadonnées. Donc, les métadonnées permettent d'identifier l'article dans des milliers d'articles. Et ces métadonnées sont très utiles pour la recherche. Après, je cherche par année, par titre d'auteur, par élément, par élément, par élément. Donc, leur utilité, c'est pour la gestion d'un corpus de documents et pouvoir restituer, chercher, etc. La recherche se fait sur ce qu'on met dans les métadonnées. Il y a des métadonnées automatiques lorsque vous créez un fichier PowerPoint. Si vous allez dans fichier information, vous allez trouver que PowerPoint a ajouté des métadonnées systématiques. La date, il y a plein d'éléments que vous ne pouvez pas changer. Il y a d'autres choses qui sont des zones libres où vous pouvez saisir les mots-clés, le résumé, etc. On a tendance à ne pas le faire. Mais c'est très important parce que même sur votre machine, votre PC, il y a un moteur d'indexation. Et si vous avez des milliers de fichiers, moi je l'utilise souvent, j'ai un disque dur depuis une vingtaine d'années, j'oublie où ce fichier existe. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas où il est. Donc sur mon Windows, j'ai la zone recherche, je cherche par le nom de fichier ou par un mot que contient le fichier, il sort. Tout simplement parce que ces métadonnées ont permis de classer, de repérer le fichier que je cherche. Donc, les métadonnées vont rendre les ressources plus facilement identifiables, accessibles, plus manipulables, etc. Donc, chaque ressource éducative est décrite par des métadonnées définies dans un schéma général adopté par un secteur ou une communauté. Alors, les schémas des métadonnées, le premier, le plus connu, lorsqu'Internet est apparu, le fameux Dublin Core. Le fameux Dublin Core qui, plus ou moins, est composé de 15 champs de description. Vous voyez, titre, créateur, sujet, description, éditeur, contributeur, date, type, etc. 15 champs qui constituent un référentiel mondial pour Internet. Aujourd'hui, toutes les pages web, à l'entête de la page web, vous avez la zone des méta, dans laquelle on peut ajouter ces 15 champs. C'est un référentiel mondial pour rendre les sites web interopérables pour que
ils sont décrits de la même façon. On utilise le même descripteur, les mêmes zones. Pareil pour... donc, c'est un schéma générique, tout document possible. Dans d'autres domaines de spécialité, comme en agriculture, dans les archives, en médecine, on adopte des schémas spécifiques à ce qu'on produit dans ce domaine-là. Tous les documents scientifiques qui traitent de l'agriculture ont un schéma, comment on les décrit. Donc, ce schéma peut être générique, peut être également spécifique. Raison pour laquelle, dans le domaine pédagogique, on a un référentiel. Les REL vont essentiellement se baser sur la norme LOM, qui est Learning Object Metadata. C'est un ensemble d'éléments qui permettent de décrire une ressource éducative. Vous voyez, le schéma, il y a plus de 90 éléments de description, mais c'est impossible de le faire, c'est long. Raison pour laquelle, alors pourquoi le LOM il est pédagogique? Parce qu'il y a une catégorie de métadonnées, c'est la catégorie 5, qui décrit la ressource d'un point de vue pédagogique. La difficulté, les niveaux d'instruction, l'âge des apprenants, etc. Tout ça, des éléments qui vont aider au moment de chercher dans un entrepôt de REL, de chercher les ressources pédagogiques qui vont avec la 5e ou avec le bac, ou avec etc. Parce qu'il y a un élément de métadonnées qui décrit ces niveaux-là. Donc là, c'est très important à ce que les REL qu'on produise suivent un ensemble de métadonnées pédagogiques qui soit normalisé. La normalisation, c'est un mot fondamental parce que quand on dit norme, cela veut dire que ça s'applique à un niveau mondial. Et quand ça s'applique à un niveau mondial, tous les entrepôts seraient interopérables. Mais la complexité des schémas fait en sorte qu'on produit ce qu'on appelle les profils d'application. Le profil d'application, je pars du schéma général mondial et je dis, bon, tout ça, ce n'est pas évident que tout m'intéresse. Je le révise, je supprime ce qui ne va pas avec mon contexte et je ne garde que ce qui m'intéresse. Le LOM qui est mondial, la France, par exemple, a pris le LOM et elle a créé un comité au niveau du ministère pour dire, ce LOM-là mondial, qu'est-ce qui va avec le contexte français? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, on l'enlève. Ce qui va, on le garde. Ce qui manque, on l'ajoute. Et on a produit le LOM à faire. On peut parler du LOM VN, si vous voulez. Le LOM à faire, c'est pour la France. Mais en France, il y a l'enseignement secondaire, primaire, etc. Le SCO, l'homme à faire, c'est le secondaire. L'enseignement secondaire, il a dit, dans le l'homme à faire, il y a des choses qui nous dépassent. On n'a pas besoin. On supprime. Et ils ont gardé un profil d'application adapté aux enseignements secondaires. L'enseignement supérieur, il a dit, dans le LOM, il y a des choses qui manquent pour l'enseignement supérieur. On les ajoute. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. On enlève. Et on réduit le schéma. Au lieu d'avoir 90, on a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, ça dépend. C'est un consensus des experts qui se mettent autour d'une table et produisent un schéma national. Donc là, c'est très important que le Vietnam pense à un schéma, un profil d'application fondé sur le LOM qui est la norme internationale. Tous les entrepôts de REL fonctionnent sur des schémas d'application issus du LOM. C'est quoi l'avantage? C'est que certainement, il y aura des champs qui sont les mêmes partout, puisque c'est la source et le schéma, le même. Certainement qu'il y aura des champs qui sont les mêmes pour toutes les ressources éducatives dans le monde entier. Donc, à ce moment-là, mon entrepôt de REL, si je le mets dans un réseau de REL, de réseau d'entrepôts, il y aura des points de connexion. Et à ce moment-là, je peux échanger. Je peux, surtout, ce qui est intéressant, je peux développer une stratégie de REL, de portail de REL. Je peux créer des REL à partir de ça. Donc, les REL, c'est quoi? C'est une agrégation. Le portail, c'est une agrégation de fonds, de métadonnées. À l'Université Van Laan, vous avez votre bibliothèque et vous avez créé un entrepôt de ressources éducatives produites par les enseignants. Alors, comment est-ce que, d'une part, vous échangez vos ressources pédagogiques avec le monde et comment vous-même vous exploitez ce qu'il y a sur les entrepôts mondiaux? C'est grâce à cette norme-là, dans le sens où ce que vous avez produit croise les autres entrepôts dans le monde au niveau de certains champs communs. Le même titre, le même, etc., de niveau scolaire, etc. Il y a des éléments communs puisque tous s'inspirent du même schéma. Donc, c'est ça l'interopérabilité qui permet effectivement à ce qu'on met en synergie des entrepôts multiples. Donc, quand vous créez des cours, des exercices, etc., il va y avoir
un logiciel, donc il y a une référence mondiale, les informaticiens le savent, OAI-PMH, qui a été créé pour les archives ouvertes à un moment donné, mais c'est un logiciel de moissonnage. Il vient sur la ressource, il va chercher la fiche qui décrit. J'ai parlé de la fiche des métadonnées, il va extraire tout ça. Et dans les métadonnées, il y a un champ qui renvoie à la ressource, où elle est. C'est le connecteur. Donc, les métadonnées, quelque part, il y a la description, l'auteur, le sujet, etc. Mais il y a un champ qui permet, en cliquant dessus, d'ouvrir la ressource et de la ramener sur écran. Ce qui fait que, c'est un projet que nous avons fait à l'AUF, nous avons créé la B9, la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone, dans laquelle il y a des millions de REL, mais l'AUF n'a produit aucune. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, elle a mis un portail, elle a mis un logiciel de moissonnage derrière et lui a dit, va sur Internet, chercher toutes les REL qui existent dans ce domaine, dans cette langue, et ramène les métadonnées. Donc, du coup, la bibliothèque numérique de l'AUF, c'est juste des métadonnées, une interface centralisée où l'utilisateur, il vient chercher avec toutes les fonctionnalités d'un moteur de recherche. Lorsqu'il a un résultat, quand il clique, en réalité, il a cliqué sur une métadonnée et cette métadonnée contient le connecteur qui va vers la ressource là où elle est, il va la ramener. Donc, vous voyez que ça ne coûte pas grand-chose. On profite de ce que font les autres parce qu'ils l'ont mis en partage. C'est des REL. Ils l'ont décidé. Vous aussi, quand vous avez votre part de contribution, vous mettez vos REL, les autres vont les prendre et il y a un échange. Donc, l'échange, le partage, c'est fait grâce à la norme. Par définition, une norme, c'est un consensus international pour faire quelque chose. Donc là, c'est fondamental à ce que ce schéma, il est vieux comme le monde, c'est très ancien. Vous voyez, OAI-PMH, vous avez des textes électroniques, des images, des documents sonores, etc., plein, etc. Et le protocole OAI-PMH, il vient les indexer. C'est-à-dire qu'il va extraire les métadonnées que le bibliothécaire, que l'enseignant, etc., et tout le monde contribue à faire ça pour créer ce qu'on appelle un metadata warehouse ou une base de données de métadonnées uniquement. Donc, les ressources sont à leur place, les métadonnées sont centralisées et l'utilisateur final, il interroge la base des métadonnées et il y a un moteur derrière qui va lui ramener la ressource là où elle est. Il ne sait pas où elle est. J'obtiens une ressource en face de moi, mais je ne sais pas où elle est. Mais l'essentiel, je l'ai en face de moi, je l'imprime, je la lis, etc. Donc, c'est un peu l'esprit, la valeur ajoutée de l'utilisation de tout ça. Voilà. Alors, je termine avec des recommandations pour la construction de portails, des REL, etc. C'est de vraiment découvrir le champ des normes spécifiques pour les REL. Des normes, il faut vraiment les regarder de près et essayer de les adopter sous forme de référentiels nationaux, mais que ce soit basé sur des normes pour que ce soit interopérable avec le monde. Donc, des métadonnées normalisées, on recommande les LOM pour les REL, mais cela veut dire que vous prenez le schéma standard et vous l'adaptez au Vietnam et vous créez un profil d'application LOM.vn ou autre chose. Les Canadiens l'ont appelé Cancor ou normétique. Ce n'est pas l'homme du tout. Donc, c'est l'essentiel, mais l'intérieur, c'est une adaptation du schéma mondial pour répondre aux besoins canadiens. Également, les formats d'échange de contenu SCORM, etc. Également, SCORM est devenu une norme de l'ISO. Donc là, tout ça nécessite des formations, je veux dire. Les enseignants, il faut prévoir des ateliers de formation sur ces techniques-là, même si c'est trop technique, mais il y a des gens dans une université qui s'occupent de ça. On ne va pas mettre tout le monde sur tous les chapitres de formation, mais c'est des spécialités. Les protocoles de moissonnage de métadonnées OAI-PMH, c'est ça, c'est universel. Hein, tous les réseaux fonctionnent sur ce protocole-là. Il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est les plus connus. Normes d'interopérabilité des plateformes. Là, on est dans l'enseignement à distance. Les spécifications IMS, c'est également une référence mondiale dans le développement de dispositifs d'enseignement à distance. Donc, c'est très important que ce soit fait selon l'IMS parce que ça permet de créer une interopérabilité entre les plateformes d'enseignement à distance que vous faites et ailleurs. On a vu sur Moodle, par exemple, un plugin LTI qui permet, dans un cours sur Moodle, avec une spécification IMS, vous ouvrez un chemin vers une plateforme ailleurs et le contenu sur ce Moodle, vous le ramenez sur la vôtre. Vous n'êtes pas obligé de refaire le cours, etc. Alors, les droits et licences Creative Commons également, c'est une formation qu'il faut incontournable, quoi. Les normes d'accessibilité, c'est actuellement en Europe, on parle beaucoup de l'accessibilité pour les handicapés. Il y a une norme internationale, le WCAG, le Web Content Accessibility Guideline.
c'est au niveau de la conception des interfaces pour qu'un malvoyant ou un malentendant ait également la possibilité d'utiliser les ressources éducatives s'il a une interface adaptée. À ce moment-là, c'est l'ingénierie de l'interface, c'est l'interface homme-machine qu'il faut adapter en fonction de ces directives. Donc, il y a des normes pour la matière. Les référentiels et taxonomies, à ce moment-là, effectivement, on utilise ce qu'on appelle les ontologies dans ce domaine-là, dans ce cas-là. Les ontologies, ce sont des concepts définis en fonction de leur relation, un terme générique, un terme spécifique. C'est un thésaurus qu'on appelle dans le monde des bibliothèques, mais ça permet d'identifier les sujets de la même façon. Donc, un thésaurus ou une taxonomie, il y a parfois quelque chose qu'on signifie avec deux mots à la fois. Je ne sais pas si ça existe en vietnamien, mais à ce moment-là, on choisit un seul et ce soit transversal. Alors, effectivement, rôle clé des bibliothèques, je l'ai dit tout à l'heure, et effectivement, j'ai découvert qu'il y a une loi, la loi des bibliothèques au Vietnam, très intéressante au niveau de ces articles-là, parce qu'elle introduit les Creative Commons, elle intègre les aspects de l'usage des droits, des licences, le fait de rechercher et d'indexer les ressources. Les bibliothèques sont vraiment un acteur fondamental. Et actuellement, il y a un changement de transformation du rôle des bibliothèques pour s'aligner sur les ressources éducatives libres dans les différentes phases de traitement, de conception et même de diffusion aujourd'hui. Je termine avec, je reviens à l'UNESCO. Le dernier, c'est 2019, les recommandations, mais je remonte un peu d'une étape. C'est le plan d'action de Ljubljana. En 2017, il y a eu un référentiel qui donne les directives, comment les institutions, comment mettre en place une stratégie, une politique de ressources éducatives libres. L'UNESCO, c'est toujours l'UNESCO. L'UNESCO, en 2019, les a repris, les a enrichis avec quelques directives en plus. Mais le système, c'est la philosophie du système, c'est ça. Cela veut dire il y a une gouvernance mondiale des ressources éducatives libres, c'est un mouvement mondial qui a ses référentiels, qui a ses documents de gouvernance. Il y a des politiques éducatives, stratégies nationales. Chaque pays doit s'aligner sur les directives internationales pour être interopérable, être cohérent. Et les institutions vont développer des stratégies locales dans lesquelles il y a les initiatives individuelles. Les enseignants peuvent prendre l'initiative de développer une REL sous forme de travail de groupe aussi, s'il y a des projets qui sont financés, des projets d'établissement plus larges. C'est la contribution de tous ces acteurs-là parce que le projet consiste à raisonner en top-down et en bottom-up. Cela veut dire qu'il ne faut pas attendre à ce que l'État produise un décret ou une décision. Les enseignants peuvent déjà commencer à travailler. En France, on a commencé depuis 2000 sans aucun cadre légal. Mais le cadre légal est venu après en observant que ça bouge. Il a dit, tiens, il faut faire un cadre pour cadrer tout ça. Donc, vous voyez, l'interactivité, elle est dans les deux sens. Et pour ça, il y a une stratégie dans le texte de Ljubljana, c'est en ligne, dans laquelle il y a 5 phases. Définir les objectifs, définir un plan d'action, un cadre promotionnel, mise en œuvre et réalisation, et l'assurance qualité. Donc, vous voyez, tous les aspects, on les a plus ou moins cadrés dans ce schéma-là, dans lequel il y a 5 phases. On a prévu dans l'ajustement du cadre général l'aspect technologique, les systèmes d'incitation, on a oublié ça. Comment inciter les enseignants à produire? Les politiques incitatives, c'est comment, par exemple, un enseignant qui fait une activité, qui produit une REL, comment je peux le compenser dans son travail officiel? Je peux, par exemple, ou je charge un enseignant pour qu'il soit responsable de la production de la collecte des REL. Je lui dis, vous prenez cette responsabilité, je veux réduire 4 heures ou 5 heures par mois, etc., etc. Ou bien je lui donne une prime, ou bien je lui donne quelque chose, mais il faut qu'il y ait de la motivation. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, nous sommes des êtres humains. Quand je fais quelque chose, il y a une petite question derrière ma tête, c'est visible là, vous voyez. Donc, il y a la question, il dit, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? C'est humain. Pourquoi je vais investir du temps si je ne gagne rien? Donc là, les stratégies incitatives compensent un peu cet effort que fait l'enseignant. Donc, il faut trouver les astuces. Il y a les heures sup, il y a les réductions de charges horaires, il y a plein de choses. Il y a des textes aussi, il faut que ça figure quelque part dans le document de gouvernance, dans le règlement intérieur ou dans un document ministériel. Et le modèle économique, vous voyez, c'est très important aussi de prévoir comment est-ce que le modèle économique est géré pour maintenir ce système, cet écosystème de REL. Alors, ici, juste quelques consignes, facteurs critiques du succès des REL, la bonne compréhension, la présence de communautés virtuelles, il faut qu'il y ait une communauté de pratiques structurée autour de ça, développement des pôles d'expertise,
vraiment créer des expertises dans la matière, renforcement des capacités, plateforme technique, etc. Bon, tout ça, c'est de la littérature que vous pouvez trouver dans les, dans les documents. Que doivent faire les gouvernements? Promouvoir les bénéfices des REL, montrer l'exemple, mettre les manuels scolaires en REL, par exemple. Les manuels scolaires aujourd'hui, bon, parfois dans certains pays, ils sont très chers à acheter, autant les mettre en ressources éducatives libres. Voilà, donc passer des conventions avec les éditeurs et les imprimeurs pour imprimer, un tiers payant, l'État qui paye les imprimeurs, les éditeurs, et les livres, il est gratuit pour les élèves. Mettre en place une politique de stratégie de développement de l'utilisation des REL, mettre en commun les initiatives, etc. Donc, c'est l'État, le gouvernement qui doit prendre des décisions de mesures anticipatives pour essayer de faciliter la progression du domaine. Voilà, donc le dernier, voilà. Donc, pour tout ceci, ce que je viens de dire, vous l'avez vu quand même avec un partenariat avec l'AUF, ça a permis de produire une décision majeure. Voilà. Donc, l'AUF continue à avoir des compétences en la matière. Depuis des années, l'AUF fait des ateliers de formation sur la fabrication des réels interopérables, les métadonnées pédagogiques normalisées, les licences ouvertes Creative Commons, le contrôle assurance qualité, politique et stratégie de montage de portail, etc. Donc, l'AUF a des pôles de compétences sur la formation. Et elle peut intervenir sur votre demande avec un accord avec le bureau régional pour monter ce type d'atelier. Également, le projet Aplumac, celui-là, donc il a participé un peu à sensibiliser autour de la question. Je ne sais pas, on ne sait pas si pour 2025, il y aura une continuité, ça dépend des financements, mais ça peut toujours constituer un cadre dans lequel on peut toujours collaborer. Le dernier projet, le dernier né, le projet Erasmus+, Access, non, le porteur Pierre Daille, le seul qui a eu un projet de 1 million d'euros dans la région, vraiment un cadre, un excellent cadre porteur de promesses pour toutes ces questions-là. Donc là, vous avez un élément fédérateur, un élément très, 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 très prometteur parmi vous sur la première rangée. Il fallait les solliciter pour ça. Voilà, donc j'ai fait le tour plus ou moins des points que j'ai voulu soulever avec vous. Désolé si j'ai débordé. Je pourrais parler jusqu'à demain, hein. Il y a énormément de choses, mais bon, j'ai essayé de synthétiser par rapport à ce que j'ai jugé important pour compléter un peu la connaissance partagée. J'ai entendu tout le monde, vraiment, il y a une compétence, il y a une connaissance, il y a une maîtrise de la chose. C'est un processus en route pour lequel il y a juste des petits réajustements. Le fait d'avoir une vision nationale, une vision globale. C'est l'État qui doit agir avec les documents qu'il faut pour qu'il y ait une vision structurée nationale derrière laquelle vont se fédérer toutes les universités. Les initiatives des universités, il faut qu'elles trouvent un cadre structurant. Si chaque université travaille à part, ça se perd dans la nature. Le ministère doit chapeauter et dire voilà les directives, voilà les lois, voilà les textes. Tout ce que vous produisez sera capitalisé et on va le faire à travers ça. Donc, il faut une politique, une stratégie nationale au niveau du ministère. Merci beaucoup.